Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI, Cerfa, Slate, en vue des élections européennes de juin 2024. Pour couvrir la campagne en cours, décrypter les enjeux de ce rendez-vous démocratique auquel vont participer près de 360 millions d'électeurs, nous nous retrouvons chaque semaine avec Jeannette Zus, chercheuse au Cerfa et à l'IFRI. Bonjour Jeannette. Bonjour Christophe. Est-ce que l'Europe est trop libérale ? C'est une des principales critiques adressées, en tout cas en France, à l'Union européenne. Il faut dire que la promesse libérale du changement par le commerce ne s'est pas concrétisée et chaque traité de libre-échange est vécu comme une menace par beaucoup de citoyens. À l'heure où les États-Unis de Joe Biden jouent la carte du protectionnisme et de la réindustrialisation, où en est cette Europe toujours dépendante du reste du monde, en particulier de la Chine ? Comment rassurer celles et ceux qui craignent pour leur job, leur salaire et leur pouvoir d'achat ? Comment calmer l'inquiétude des agriculteurs qui ont manifesté dans toute l'Union en février dernier pour dénoncer la libéralisation de leur secteur ? Bref, comment maintenir la promesse libérale du libre-échange en temps de crise ? Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Maric Prata. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes, comme Jeannette, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes, le CERFA, donc, à l'IFRI. Vous travaillez notamment sur les questions de commerce extérieur de l'Allemagne, sur la politique industrielle et sur l'Europe. À vos côtés, Mathieu Solal. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous collaborez entre autres avec Slate et vous avez lancé une newsletter sur le commerce international intitulée Bloc. Et vous avez été correspondant du quotidien libéral L'Opinion à Bruxelles. Vous connaissez donc bien les rouages de l'Union. Mathieu, j'aimerais bien vous demander... On parle de quels accords en fait que l'Union européenne a conclus avec des pays tiers à l'heure actuelle ? Écoutez, Jeannette, il y a une quarantaine d'accords qui ont été conclus aujourd'hui par l'Union européenne, ce qui en fait le plus grand réseau d'accords de libre-échange. C'est donc bien l'Union européenne, qui est aussi le marché le plus important au niveau mondial. Et donc parmi les pays avec lesquels l'Union européenne a conclu ces accords de libre-échange. On a des grands pays comme, par exemple, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique ou Singapour, le Canada aussi, évidemment, avec le CETA. Et donc, pour l'Union européenne, ça a été une politique qui a été menée avec constance depuis les années 70, essayer de développer le plus possible ces accords-là, dans une idée d'organiser les échanges, de trouver une certaine prévisibilité dans ces échanges-là et une sécurité donc pour le marché commun qui était alors en construction. Et donc, on peut définir ces accords-là, même s'ils sont très divers en fait, en fonction des époques auxquelles ils ont été conclus. Mais ce qui est un élément commun, sans aucun doute, c'est évidemment la baisse des droits de douane. C'est à ça que servent ces accords au départ. C'est ça qui permet la libéralisation, ce qui permet de faciliter les échanges. Mais aussi, souvent, il va y avoir des éléments d'ouverture des marchés publics, des deux côtés, pour les deux parties de l'accord. Il peut y avoir parfois des quotas, par exemple pour le CETA, quand on cherche à protéger quand même certains secteurs de l'économie, on peut mettre des quotas. Il y a aussi des choses qui sont liées aux investissements, aux protections des indicateurs géographiques. Donc c'est des accords qui sont très complexes et qui sont très complets aussi en général. Mathieu, vous avez dit l'Union européenne a conclu des accords, donc avec le Canada et d'autres pays. L'Union européenne, donc c'est elle qui décide seule, c'est une compétence de l'Union. Comment ça se passe, cette négociation et surtout cette conclusion d'accord ? Effectivement, c'est ce qu'on appelle une compétence exclusive. Et c'est assez logique quelque part, parce que dans la mesure où on a un marché commun, c'est logique que le contrôle des produits qui arrivent sur ce marché commun soit décidé en commun. Pour autant, l'Union européenne, ça ne veut pas dire la Commission européenne. C'est pas la Commission européenne qui décide toute seule de la politique commerciale de l'Union européenne. C'est bien plus compliqué que ça. Au départ, la Commission européenne donc essaie de lancer des négociations avec un État tiers pour un accord de libre-échange, mais pour avoir un mandat, elle va le proposer aux États membres. Les États membres vont le lui accorder ou non, en fonction de ce qu'ils considèrent comme étant leur intérêt. Ensuite, la Commission va négocier, ça peut durer ensuite pendant des années, et va revenir avec un accord que là, les États membres devront adopter, donc ils ont encore leur mot à dire en bout de course, et aussi, en fonction des cas, soit le Parlement européen, soit les parlements nationaux vont aussi devoir donner leur accord. Et on peut aussi ajouter que dans la mise en œuvre des accords de libre-échange, les services européens ne sont quasiment pas mis à contribution. C'est les services de douane qui sont des services qui restent nationaux
qui applique de fait la politique commerciale européenne. Marie, comment ça se présente pour l'Allemagne qui est en pays qui est orientée vers l'exportation C'est quoi la conception allemande par rapport à ce sujet du libre-échange ? Alors effectivement, l'Allemagne est basée sur un modèle économique très ouvert. Elle dispose d'un excédent commercial de 210 milliards d'euros. C'est la première puissance économique européenne, la troisième puissance économique mondiale. Et c'est le troisième exportateur mondial, le troisième importateur mondial également. Donc, son modèle économique est basé sur des chaînes de valeur internationalisées. Elle a beaucoup profité de la mondialisation avec un certain nombre d'entreprises allemandes qui se sont également établies dans d'autres pays. Donc, notamment dans des marchés de croissance qui ne sont pas encore saturés, par exemple la Chine, avec notamment Volkswagen, BMW, Mercedes, BASF, Siemens, qui se sont établis dans ces marchés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a cette fameuse doctrine Wandel durch Handel, le changement à travers le commerce. Donc l'idée derrière ce credo, c'est de dire que plus il y a d'interdépendance entre les pays, plus on réduit la conflictualité, le potentiel de conflictualité, et donc effectivement, on peut aussi, à travers le commerce, rendre des régimes autocratiques plus démocratiques. Et en fait, 2022, c'est une césure par rapport à ça. La guerre en Ukraine. Donc l'Allemagne se rend compte qu'en réalité, les interdépendances, ça veut également dire que l'Allemagne est plus dépendante par rapport à ses partenaires commerciaux, et c'est le cas notamment de la Russie, puisqu'elle a été dépendante de 55% du gaz russe au moment où la guerre en Ukraine a été déclenchée. Et maintenant, en 2022, sa réaction par rapport à cela et la remise en question de son modèle économique la pousse en fait à diversifier, donc à chercher de nouveaux partenaires commerciaux, de nouveaux partenaires pour s'approvisionner, pour diversifier son approvisionnement, mais également ses débouchés, donc les marchés vers lesquels elle exporte. Pour la France, comment cela se présente, Mathieu ? Quel rôle joue le commerce extérieur justement pour l'économie française ? Quels sont en fait les secteurs pour lesquels le libre-échange joue un véritable rôle? Le tableau est très, très différent en France. En France, on a chaque année, depuis très longtemps, un déficit commercial qui est quand même très important. On a seulement 130 000 entreprises qui exportent dans notre pays, ce qui est très faible comparé à nos voisins européens. Donc, il y a cette idée que il y a une certaine méfiance par rapport au commerce international, une idée qu'il fait plus de perdants que de gagnants, et c'est une idée qui s'impose et qui s'impose toujours plus en France, on le sent, et dans l'ensemble des partis politiques ces dernières années. Pour autant, il y a quand même pas mal de secteurs qui sont gagnants. On peut penser au secteur viticole, notamment certains secteurs agricoles qui fonctionnent, pour lesquels les exportations sont très très importantes. On peut aussi citer le secteur de la défense, le secteur des armes. La France est deuxième exportatrice d'armes dans le monde, et c'est quelque chose qui est assez important. Mais globalement, si on prend l'industrie de manière générale, la France est énormément désindustrialisée au cours de ces 30 ou 40 dernières années. Et on a cette impression, peut-être un peu confuse, mais assez partagée, que finalement le commerce international se fait au détriment de l'industrie française, et que le fait d'avoir accès à des produits qui sont fabriqués avec des normes qui ne sont pas les nôtres et de manière facilitée, peut-être par des accords de libre-échange, ben finalement ça va nuire à notre économie locale. Alors justement, à ce propos, j'aimerais que nous écoutions Valérie Hayé, qui est la tête de liste Renaissance, le parti du président français Emmanuel Macron. Elle débattait avec son adversaire d'extrême droite Jordan Bardella, c'était le 2 mai, sur la chaîne française BFM TV. Si on a fait adopter par le Parlement européen un amendement qui dit pas d'accord avec le Mercosur, avec les pays d'Amérique latine, c'est nous qui l'avons porté cet amendement, c'est notre majorité. Et si les lignes commencent à bouger sur les questions de commerce international, c'est grâce à notre engagement. Et oui, nous regardons les accords de commerce au cas par cas. Alors, elle prend une distance avec le Mercosur. Elle n'ose pas vraiment défendre à fond les accords de libre-échange. On sent toujours cette difficulté à défendre ce principe de libre-échange en France, même quand on est la candidate la plus libérale de l'offre politique actuelle. On a un problème donc avec le libéralisme en France, mais même les candidats n'osent pas défendre et n'osent pas expliquer. Ils savent pas expliquer. Qu'est-ce qui les bloque à ce point-là ?
Déjà, on peut dire c'est la candidate la plus libérale peut-être, mais je sais même pas si elle-même se définirait comme ça. J'ai l'impression que effectivement le libéralisme, en tout cas économique, est vraiment quelque chose qui crée vraiment la méfiance, voire la défiance au niveau français. Après, si on regarde un petit peu à la fois le gouvernement et la délégation macroniste au Parlement européen depuis 2019, effectivement, on voit une attitude assez ambigu, qui se veut équilibré, qui n'est pas toujours très clair. Ce qui est vrai, c'est que la France a joué un grand rôle dans l'adoption de nouveaux textes qui permettent de contrôler les échanges de manière différente. On peut citer par exemple la taxe carbone aux frontières, qui est une avancée qui est très très importante, que la France espérait depuis Jacques Chirac, et donc qui permet ou qui permettra, parce qu'elle n'a pas encore vraiment été mise en œuvre, mais ça va venir, de pénaliser les produits étrangers en fonction de leur empreinte carbone. Il y a eu d'autres textes dans ce domaine-là, notamment sur la déforestation importée ou sur la lutte contre le travail forcé, donc où on essaye de regagner une espèce de confiance des citoyens en contrôlant mieux les produits qui arrivent sur notre marché. Donc, la délégation macroniste, et notamment Marie-Pierre Védrenne, qui est la vice-présidente de la commission du commerce au Parlement européen, s'est beaucoup concentrée sur ces textes-là. Et sur les accords de libre-échange, c'est un petit peu au cas par cas. Effectivement, l'accord avec le Mercosur, qui donc est négocié depuis des années et des années par la Commission européenne. Le Mercosur, c'est le marché de l'Amérique du Sud, pour replacer. Voilà, avec notamment le Brésil et l'Argentine qui en sont les pays les plus importants. Et on a l'impression que la France cherche un petit peu tous les prétextes pour le refuser. Pendant un moment, ça a été la situation politique au Brésil, qui était une espèce de repoussoir pour la France, qui refusait donc Jair Bolsonaro, qui était le repoussoir et qui était on l'entendait beaucoup dans les bouches des macronistes, qui refusaient cet accord-là. C'est vrai qu'il y a un manque probablement de garantie environnementale là-dessus. La France est d'accord avec notamment les partis verts, qui considèrent aussi notamment qu'il n'y a pas assez de garanties pour la lutte contre la déforestation en Amazonie. Donc, il y a une certaine défiance qui s'adresse aussi à l'électorat national. Et puis d'un autre côté, on va avoir des accords comme par exemple le Vietnam, qui pourtant aurait pu être pas mal critiqué à bien des égards, notamment en politique, vu le régime politique vietnamien, et où pourtant là, ça n'a pas eu l'air de poser problème ni au gouvernement ni à la délégation macroniste. On a eu aussi l'accord avec la Nouvelle-Zélande, qui là a été carrément impulsé par Emmanuel Macron pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, un petit peu pour probablement faire taire ceux qui disaient qu'il n'y aurait jamais d'avancée commerciale en matière d'accord de libre-échange sous présidence française. Et effectivement, ça a beaucoup surpris tout le monde, comme souvent avec Emmanuel Macron. Donc Mathieu vient d'évoquer la panoplie d'accords de libre-échange qui existent. Il y a notamment des débats en ce moment, surtout sur le Mercosur. Marie, vous avez beaucoup travaillé sur cet accord d'un point de vue franco-allemand. Où est-ce que vous voyez des différences par rapport au positionnement du gouvernement allemand? Où est-ce que ça grince? Et est-ce qu'il y a une telle défiance également dans la société allemande comme en France? J'ai l'impression que c'est pas un sujet qui est tellement thématisé en Allemagne. Donc, en Allemagne, il y a véritablement un besoin de diversifier les chaînes d'approvisionnement, et le Mercosur, donc l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay, sont des pays effectivement importants, notamment pour le lithium, pour le cuivre, par exemple, dont l'Allemagne a besoin pour son industrie. Donc, effectivement, elle a besoin, dans le cadre de la double transition verte et numérique, d'un certain nombre de minerais critiques, et elle essaie justement de réduire sa vulnérabilité par rapport à la Chine. Donc, en fait, en juin 2023, le gouvernement allemand a publié une stratégie nationale de sécurité qui est basée sur 3 piliers, et un de ces piliers, c'est la résilience économique. Et donc, c'est une stratégie nationale de sécurité qui avait déjà été prévue dans le contrat de coalition de 2021, mais qui devient évidemment de plus en plus urgent au vu de la situation géopolitique et depuis la guerre en Ukraine.
Et en découle d'ailleurs une stratégie Chine qui a vu le jour en juillet 2023. Et là aussi, on considère que la Chine de plus en plus est un concurrent et un rival systémique. Et on s'éloigne de plus en plus de ce qualificatif de partenaire. Et donc, effectivement, on est à la recherche urgemment de partenaires commerciaux alternatifs par rapport à la Chine. Et donc, c'est un peu ça qui domine le débat en Allemagne. Et puis, on a un certain nombre de secteurs qui profitent évidemment aussi de ce type d'accord. Alors vous le savez, dans Europa 2024, on s'intéresse aux positions de chaque groupe du Parlement européen sur chaque sujet qu'on traite. On a déjà entendu Valérie Hayet pour Renaissance, pour la France. Vous avez parlé de la position de l'Allemagne par rapport au libre-échange. On va maintenant parler des libéraux allemands. Je vous propose d'écouter Svenja Hahn, qui est eurodéputée du FDP, les libéraux démocrates allemands. Elle est par ailleurs membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, ainsi que de la Commission du commerce international. Voilà ce qu'elle dit du libre-échange. Plus de commerce avec plus de partenaires rend l'Union européenne plus indépendante, même si de nombreux collègues de gauche sont aujourd'hui d'un autre avis. Plus de commerce avec plus de démocratie va renforcer notre économie et la démocratie dans le monde entier. On sent un tout autre enthousiasme, Jeannette. Oui, Marie, vous avez parlé de la position du gouvernement allemand, mais peut-être pour différencier un peu les différentes parties qui composent donc ce qu'on appelle la coalition Feu tricolore, qui est composée des sociaux-démocrates, des libéraux allemands, du FDP et des Verts. Pourriez-vous peut-être nous détailler un tout petit peu quel est le positionnement du FDP par rapport au libre-échange, par rapport aux autres partis allemands? Donc le FDP est pour le libre-échange. Donc, il est pour la ratification du traité Union européenne-Mercosur, pour la ratification du CETA. Il est également pour un élargissement du Conseil pour la technologie et du commerce Union européenne-États-Unis à d'autres États, donc au Japon, à la Corée du Sud, au Royaume-Uni. Et dans le cadre de ce Conseil de commerce et de la technologie, il y a des coopérations technologiques. Il y a aussi un travail en coopération sur plus de résilience des chaînes d'approvisionnement. Également, le FDP est pour un lien plus étroit sur le plan commercial avec des pays comme Israël, comme par exemple l'Inde, comme Taïwan également. Et le FDP est contre le CAI, donc contre l'accord sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine, qui visait à créer plus de réciprocité dans les échanges Union européenne-Chine, créer ce qu'on appelle un level playing field entre l'Union européenne et la Chine. Et donc le FDP considère qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout crédible de penser qu'un tel accord peut avoir lieu. Alors, le SPD, par rapport au FDP, est pour des partenariats d'égal à égal avec le Sud global, pour donc un certain nombre de coopérations sur le plan environnemental et social. Et évidemment, en fait partie également le commerce, mais quelque part, la terminologie utilisée dans le programme électoral du SPD n'est pas aussi claire que dans le programme du FDP. Les Verts, eux, se prononcent par exemple contre les accords Union européenne-Mercosur parce qu'ils considèrent qu'il y a des standards environnementaux et sociaux qui manquent dans cet accord à l'heure actuelle et qu'il faudrait rendre ces standards environnementaux et sociaux contraignants et qu'ils soient vérifiables et contrôlables. Et donc, ils considèrent également que, quelque part, ces accords sont post-coloniaux. Donc, ça perpétue, quelque part, un schéma de Nord global qui domine un Sud global. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans les partis d'extrême gauche, Die Linke et Bündnis Sarah Wagenknecht, par exemple, qui sont contre les accords parce qu'ils ne sont pas pour la domination du Nord global par rapport au Sud global. On a le CDU, CSU, donc les conservateurs qui sont en faveur des accords commerciaux. Et ils vont plus loin, donc ils souhaitent accélérer ces accords. Et donc, ils passent par ce qu'on appelle le EU only, c'est-à-dire une décorrélation entre la partie relative au commerce dans les accords commerciaux de la partie relative aux investissements. Donc, la partie relative au commerce est une compétence des institutions européennes et la partie relative aux investissements nécessite la ratification des États membres. Donc, ils espèrent, à travers cette décorrélation, que les accords commerciaux soient accélérés. Mais on peut douter de la valeur ajoutée de cette proposition dans la mesure où, de toute façon, cette partie commerciale devrait passer devant le Parlement européen et devant le Conseil, et donc on retournerait devant les mêmes oppositions quelque part.
Le parti AfD, donc de l'extrême droite, est un parti qui, en fait, est pour le libre-échange. Alors, c'est assez étonnant. Donc, on peut peut-être rappeler qu'à la base de l'AfD, à la base, ça a été créé par des économistes. Et donc, ils sont pour un rapprochement avec les BRICS, avec le Mercosur et également avec l'ASEAN, et aussi avec la Russie. Et donc, ils veulent réentamer les relations avec la Russie, et notamment sur le plan énergétique. À vous écouter, Mathieu Egout, on a l'impression quand même que les libéraux, qu'ils soient français ou allemands, ne défendent pas des accords de libre-échange dans la caricature ultralibérale qu'on peut se faire. Ils mettent beaucoup d'éthique dedans. Est-ce que c'est propre aux libéraux européens, selon vous, Marie ? Je pense que tout accord de libre-échange nécessite aussi une confiance quelque part. Et si on écoute les libéraux, c'est pas par hasard que, par exemple, ils sont pour des accords avec Taïwan, par exemple, en opposition par rapport à la Chine. Donc, quelque part, c'est porter la démocratie, porter les droits de l'homme à travers des échanges commerciaux. Donc, je pense que tout ça est étroitement lié. Vous venez d'évoquer des droits humains, mais il y a aussi la question des standards environnementaux. Dans le cadre de l'accord Mercosur, on parle beaucoup de ces clauses miroirs qui sont exigées de la part du gouvernement français. Mathieu, pourriez-vous peut-être expliquer de quoi il s'agit ? Disons que pour l'expliquer, il faudrait déjà en avoir vu une de clause miroir. C'est plus un slogan qu'autre chose de la part du président de la République et de son gouvernement depuis 2017. Mais de ce qu'on peut en comprendre, c'est une idée d'avoir donc des clauses qui prévoient les mêmes exigences pour les producteurs européens et pour les producteurs de l'État tiers avec lequel on s'engage dans un accord de libre-échange. On s'est un petit peu rapproché de ça avec l'accord avec la Nouvelle-Zélande, mais donc avec un pays qui est déjà très riche et qui est déjà très avancé dans la transition écologique. Pour le reste, pour des partenaires qui sont un petit peu moins avancés, ça paraît assez illusoire d'espérer le même niveau d'exigence environnementale et de normes de leur côté que du nôtre. Et on peut aussi ajouter que avoir une traçabilité et être capable de vérifier si les normes ont été respectées à parfois des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres, c'est assez délicat de manière techniquement de parvenir à avoir ce genre de système de vérification. Emmanuel Macron, il a déjà parlé de ces clauses miroirs et d'une Europe qui protège dans son premier discours de la Sorbonne en 2017. Avez-vous l'impression que cette position, elle a changé, elle a évolué ? Est-ce qu'on fait face à un contexte peut-être géopolitique aussi qui a changé ? Oui, je pense que depuis 2017, en réalité, il se trouve conforté dans ce qu'il disait lors de son discours de la Sorbonne en 2017. Donc, il parlait déjà d'une souveraineté européenne. Et c'est vrai que depuis 2017, il y a eu la rivalité sino-américaine qui, quelque part, a atteint un pic en 2018 avec la guerre commerciale États-Unis-Chine, avec des restrictions d'accès au marché, avec des contrôles aux exportations, avec des droits de douane qui ont été émis par les États-Unis contre la Chine, ce qui a mené à des contre-mesures de la Chine contre les États-Unis. Donald Trump qui a émis aussi des droits de douane contre l'Europe, contre l'aluminium et l'acier européen. Donc voilà, depuis, il y a eu ce durcissement géopolitique sur le plan commercial. Il y a également eu la Covid-19. Donc on s'est rendu compte que le modèle économique européen, très ouvert, atteint un certain nombre de limites dans la mesure où, quand il y a des disruptions de la chaîne d'approvisionnement, cela met à l'arrêt potentiellement la base industrielle européenne. Et par exemple, le secteur de l'automobile allemand a été à l'arrêt pendant 1 mois en raison de pénurie de semi-conducteurs. Donc ça, c'est, je pense, un autre aspect assez important. La césure, évidemment, la plus importante, c'est la guerre en Ukraine en 2022. On peut aussi mentionner le fait que la France avait la présidence française du Conseil de l'Union européenne en première moitié d'année 2022, où déjà, sur l'ordre du jour, on avait cet aspect de souveraineté européenne qui était décliné à travers différents aspects, la politique industrielle, le fait de se doter de mécanismes de défense commerciale, le fait également de défendre une souveraineté alimentaire. Donc tout ceci, ça permet de décliner la souveraineté européenne, évidemment aussi sur le domaine de la sécurité et de la défense. Et la guerre en Ukraine va renforcer cette idée. Donc l'idée aussi de dire qu'il faut réindustrialiser un certain nombre de productions, les faire en Europe, le Made in Europe, c'est bien.
y compris en matière de sécurité et de défense, pour qu'on soit moins dépendant d'autres marchés, pour qu'on puisse apporter notre soutien à la souveraineté de l'Ukraine et à la sécurité européenne. Donc, quelque part, il se sent conforté dans le discours qu'il avait déjà tenu en 2017. Et ce qu'il dit dans le discours en 2024, c'est l'Europe dispose d'un modèle social qui est envié partout. Elle s'est fixée très tôt des objectifs climatiques avant tout le monde. Et troisièmement, elle respecte les règles du commerce international. Donc, comment ce modèle est tenable face à une concurrence internationale de plus en plus acerbe, et notamment aussi face aux États-Unis qui mènent un Inflation Reduction Act et donc qui défendent des green technologies, des technologies vertes et des technologies dans le numérique qui sont fabriquées aux États-Unis, et face à la Chine avec le Made in China 2025, puisque la Chine ambitionne de devenir la première puissance manufacturière d'ici 2049. Donc, face à cela, il dit on a besoin de standards environnementaux, de standards sociaux qui soient ancrés dans les accords commerciaux pour que nos partenaires commerciaux appliquent les mêmes standards que nous et qu'on ne soit pas pénalisés et que la base industrielle européenne ne souffre pas d'une perte de compétitivité face aux compétiteurs. Et c'est un discours qui trouve écho en Allemagne, autant auprès du gouvernement que du personnel politique ? Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont en faveur du discours, il y en a qui sont plutôt critiques. Ceux qui sont critiques disent c'est bien d'avoir des visions. En revanche, il faut que ça suive après avec des actes. Il faut que quelque part ça soit mis en œuvre. Ça, c'est la critique. Et puis l'aspect positif qui tend à dire c'est vrai qu'en Allemagne, ce qui nous manque, c'est des hommes politiques avec des visions qui voient les choses à plus long terme. Donc c'est vrai qu'on a des hommes politiques, des femmes politiques qui sont plus pragmatiques et qui réfléchissent à court terme. Marie a soulevé le fait que la guerre en Ukraine et la crise sanitaire du Covid-19 a fait prendre conscience qu'on était allé un peu loin en termes de libéralisation des échanges et en rupture de la chaîne d'approvisionnement, ce sont bien vos mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, c'est sûr qu'il y a une forme de prise de conscience qui va effectivement au-delà de la France. Pour une fois, la France a souvent été un petit peu toute seule à lutter, à afficher son scepticisme par rapport au libre-échange au niveau européen, notamment contre une direction générale du commerce de la Commission qui est de tradition très très libérale et qui a surtout en tête de faciliter le plus possible les échanges un peu à n'importe quel prix pour les entreprises européennes. Maintenant, c'est vrai que ce que dit la France trouve probablement un petit peu plus d'écho et en même temps nous mène à une forme de simplification du débat où on a l'impression que c'est la réindustrialisation versus les accords de libre-échange. Alors que, si on y réfléchit un peu, les pays qui peut-être font le plus de mal à l'industrie française et européenne ces dernières années sont les États-Unis et la Chine, avec laquelle l'Union européenne n'a ni dans un cas ni dans l'autre d'accord de libre-échange. Il faut peut-être réfléchir à l'accord de libre-échange comme un organisateur des échanges, évidemment, entre l'Union européenne et des pays tiers. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'accord de libre-échange qu'il n'y a pas d'échange. Et il faut être capable probablement de faire la part des choses et de voir les accords de libre-échange comme des opportunités aussi diplomatiques de se rapprocher de certains pays auxquels on peut faire confiance. Donc les accords de libre-échange et la question du libre-échange, c'est un des sujets phares de la campagne européenne, notamment en France, mais il y a bien d'autres sujets. Donc je propose de balayer les autres thèmes de campagne des libéraux allemands et français. Je pense qu'il y a des points de convergence, il y a des points de divergence. Dans les convergences, il y a la sécurité et la défense. Je pense que c'est devenu une priorité, y compris donc au sein du FDP. Et d'ailleurs, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, qui est la présidente de la commission défense au Bundestag, est un des fervents supporters, une des ferventes supportrices de l'Ukraine, et y compris de la livraison d'armes à l'Ukraine. Je pense qu'on peut peut-être rappeler qu'en Allemagne, ce n'est pas une évidence, puisqu'en Allemagne, la livraison d'armes dans un territoire en guerre a été tabou pendant longtemps et à présent, on livre des blindés, on livre des tanks à l'Ukraine. Et donc effectivement, Marie-Agnes Strack-Zimmermann défend l'Ukraine et c'est également le cas pour Emmanuel Macron et le parti Renaissance. C'est vraiment devenu une priorité.
Je pense qu'un autre sujet qui est important, c'est l'état de droit. Je pense que c'est un sujet qui a été soulevé là aussi par Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Elle ne comprend pas comment au sein de l'Union européenne, on peut avoir un Premier ministre, Viktor Orban, de la Hongrie, qui effectivement peut prendre en otage un certain nombre de décisions à l'échelle européenne quand l'unanimité s'impose. Comme on l'a vu pour l'aide à l'Ukraine, par exemple. Comme par exemple pour l'aide à l'Ukraine, donc les 50 milliards d'euros. Effectivement, ça, c'est des sujets qui sont très importants pour le FDP, qui est un parti libéral, y compris au niveau des valeurs. Et donc, effectivement, pour Renaissance, il est aussi important d'avoir des institutions européennes qui soient en capacité d'action. Je pense qu'un autre sujet de convergence entre le FDP et Renaissance, c'est la lutte contre la bureaucratie. Donc, c'est vrai que l'Union européenne, souvent, est critiquée pour être assez technocratique à certains égards. Donc, l'idée, à chaque fois, c'est de ne pas impacter la liberté d'entreprendre des entreprises. Donc ça, je pense que c'est des points de convergence. Je pense que dans les points de divergence, il y a la politique industrielle qui est un sujet phare pour Emmanuel Macron, alors que le FDP est traditionnellement dans une certaine retenue de l'État par rapport à la liberté d'entreprendre et des entreprises et de l'économie. Et ensuite, il y a aussi les finances publiques. On sait que le FDP défend une orthodoxie budgétaire, et notamment le frein à la dette, la Schuldenbremse, qui est inscrite dans le Grundgesetz, dans la constitution allemande. Et la Renaissance n'a pas du tout la même obsession en réalité. Et on le voit d'ailleurs, si on regarde les finances publiques, on regarde le niveau de l'endettement, on est à 65% d'endettement en Allemagne versus 112% d'endettement en France. La tête de liste de Renaissance, Valérie Yeh, c'est une fille d'agriculteur. Mathieu, selon vous, quels sont les sujets phares de la campagne européenne, outre donc le libre-échange ? Effectivement, c'est une campagne qui a débuté avec le mouvement des agriculteurs et c'est difficile de savoir à quel point ça a joué dans le choix de la tête de liste qui a vraiment été fait par Emmanuel Macron il y a maintenant quelques semaines. Valérie Yeh, pour parler de la personne, c'est une eurodéputée qui a plutôt marqué les esprits en bien à Bruxelles et à Strasbourg. C'était son premier mandat, elle est encore assez jeune, peut-être pas extrêmement expérimentée non plus. C'est vrai que c'est une fille d'agricultrice. Pour autant, son discours sur l'agriculture a probablement du mal à imprimer les esprits. C'est un petit peu compliqué pour elle. On a l'impression d'une grande cacophonie, à vrai dire, globale sur la campagne, sur l'agriculture, où tout le monde et chacun des candidats principaux essaie de se positionner sur ce sujet qui, quand on le creuse même un petit peu, est quand même extrêmement complexe et sur lequel les gens sont globalement mal informés. On sent quand même un mouvement très très populiste autour de ça et assez bien partagé par l'ensemble des forces politiques qui vont se faire assez opportunément les porte-paroles des agriculteurs dont on entendait très peu parler depuis des années. Est-ce que ça se transforme à proprement parler en enjeu de campagne? La question se pose, les propositions sont pas très claires et à vrai dire, malheureusement, la campagne est quand même globalement confisquée par une espèce de petite guéguerre intra-partisane et malheureusement, les élections européennes paraissent pour le moment essentiellement comme une espèce d'élection intermédiaire avant les prochaines élections présidentielles. En tout cas en France, oui. En tout cas en France, les enjeux européens ont du mal à vraiment percer et à être débattus. Merci Mathieu Solal, merci Maric Prata, merci Jeannette, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Europa 2024.